On commence ce journal par le Vatican qui voit sa réputation à nouveau entachée avec notamment ce limogeage qui suscite des interrogations. Le président de la Banque du Pape a été remercié, lui qui était censé remettre dans l'ordre dans les finances. Cela intervient alors que des documents confidentiels ne cessent d'être mis à jour concernant des affaires de corruption. Le résumé donc de ce qui se passe au Vatican, c'est avec Guillaume Deblé. Des nuages noirs dans le ciel du Vatican où on ne s'attendrait à trouver que pureté, bonté et transparence. Dernier rebondissement en date, l'annonce de l'arrestation d'un homme qui serait à l'origine des fuites qui secouent la cité papale depuis des mois. Et selon un quotidien italien, le suspect ne serait pas n'importe qui, mais le majordome des appartements du pape. Ces fuites récurrentes, un scandale vite rebaptisé Vatilix sur le modèle des Wikileaks et qui voit s'étaler presque chaque semaine dans la presse des documents ultra secrets, télégrammes diplomatiques ou lettres confidentielles adressées à Benoît XVI lui-même. Des documents qui montrent de très vives divisions au sein de la curie et qui évoquent pêle-mêle l'affaire de corruption, scandale sexuel ou encore des interrogations sur la transparence financière promise par le pape. Un parfum nauséabond renforcé hier par le limogeage brutal du président de l'Institut pour les œuvres de religion, autrement dit la Banque du Vatican. Nommé il y a tout juste 3 ans pour assainir les finances de l'Église, aujourd'hui il laisse entendre qu'il dérangeait. Mais certains spécialistes font une autre analyse. Je pense que s'ils l'ont mis dehors ainsi, en faisant autant de publicité, que c'est pour donner un signal aux observateurs, leur dire qu'ils faisaient peut-être partie du problème, qu'ils n'allaient pas assez vite vers la transparence. Car l'OCDE doit dire le mois prochain si le Vatican est admis ou non sur la liste blanche des pays qui luttent contre la fraude fiscale et le blanchiment. Ajoutant enfin pour compléter ce sombre tableau, les prémices déjà bien visibles des luttes de pouvoir pour la succession de Benoît XVI, qui vient de fêter ses 85 ans. Après le sommet de l'OTAN lundi, François Hollande a fait une visite surprise et de courte durée en Afghanistan aujourd'hui. Il est venu expliquer le retrait anticipé de la France dans ce pays. Au 31 décembre, 2000 des 3600 soldats auront quitté les lieux. Un déplacement résumé par Vincent Roux et Jean-Philippe Equette. Premier contact avec les forces françaises. Il est 8h30 à Kaboul. François Hollande a juste le temps de changer d'aéronef. Cap sur la Kapisa, l'épicentre de la présence française en Afghanistan. Une vingtaine de minutes de vol pour découvrir l'un des théâtres les plus chauds du conflit. François Hollande se rend sur la base de Nijrab. Un brief rapide avant de saluer une délégation de soldats de la Task Force Lafayette. Aux côtés de François Hollande, le chef de la diplomatie et le nouveau ministre de la Défense. Sécurité maximale et discussion sur la coopération entre militaires français et afghans. On fait le maximum. Et eux aussi font le... Et eux font le maximum aussi pour nous protéger parce que bien entendu ils s'appuient énormément sur nous pour la conduite des opérations et notamment pour tout ce qui est appui. L'appui opérationnel de l'armée française c'est bientôt terminé. L'armée afghane va dorénavant assurer la direction des opérations au Kapisa. Notre retrait sera ordonné et coordonné. Plus de 2000 d'entre vous seront rentrés en France avant la fin de l'année. C'est un défi important. Autre défi, les liens avec l'Afghanistan après le retrait français et après le retrait des troupes de l'OTAN. François Hollande le promet à Hamid Karzai. Pas question de remettre en cause le traité d'amitié signé en janvier entre Karzai et Sarkozy. Hollande veut que la France continue de coopérer en matière civile. En attendant, il reste un dernier défi à relever, réussir le retrait des troupes françaises. De l'actualité économique et sociale, ce soulagement aujourd'hui. Cela fait 1 an et demi qu'Unilever cherche à fermer Ménos dans les Bouches-du-Rhône. Eh bien, les salariés de Fralib sont heureux puisque le ministre du redressement productif est venu faire le porte-parole sur les lieux. Il est venu leur dire qu'Unilever acceptait de reprendre les négociations sur les scénarios de reprise de leur site Fralib qui fabrique, rappelons-le, d'infusions éléphants et Lipton. On va écouter Arnaud Montebourg. Unilever accepte de revenir à la table des discussions et des négociations. Unilever a pris l'engagement de ne pas demander l'exécution de la décision de justice demandant le concours de la force publique éventuelle s'agissant de l'évacuation de l'usine. L'engagement a été pris par Unilever que les machines ne quitteront pas l'usine aussi longtemps que la discussion aura repris.
Le ministère de l'Éducation a décidé de rendre publics les rapports les plus récents réalisés sur l'école. Les inspecteurs mettent en avant des problèmes aussi bien concernant le manque de pédagogie dans certaines écoles maternelles que le manque de formation des enseignants. Des rapports cachés jusque-là, dit Vincent Payon, qui parle d'une opération de transparence. 17 rapports donc sont consultables sur le site du gouvernement dès à présent. J'ai besoin d'une légitimité à mon action. C'est Jean-Marc Ayrault qui parle et qui a demandé cet après-midi aux Français de lui accorder sa confiance. Le Premier ministre est venu inaugurer son QG de campagne pour ces législatives à Saint-Herblain. La réunion des 3 grands de l'Europe aura lieu finalement après les législatives françaises, justement après le 17 juin. C'est ce qu'on a appris cet après-midi. Mario Monti, Angela Merkel et François Hollande, le week-end dernier, avaient convenu de se retrouver. Depuis, on a appris aussi que l'Espagne était conviée à ce petit sommet. Un mot de sport avec la natation et de l'argent. Une très belle carrière qui s'achève pour Alain Bernard qui a terminé 2e du 100 mètres nage libre des championnats d'Europe en Hongrie. Donc un adieu à cette course reine qui a vu naître tous ses succès. Le champion olympique de la discipline donc a fait ses adieux. Alain Bernard qui n'a pas réussi à obtenir son ticket individuel pour les JO de Londres en 2012 donc. La montée des marches avec ce soir Bernard-Henri Lévy qui est aux côtés de rebelles libyens pour son documentaire qui s'appelle Le Serment de Tobrouk, donc une ville libyenne. Et puis le très attendu Cosmopolis, la vie d'un financier qui n'est autre que Robert Pattinson, qui ne voit rien de la réalité à travers les vitres fumées de sa limousine. Ce film donc qui est de David Cronenberg. Sur LCI, nous avons rendez-vous avec Catherine Laborde pour le beau temps de notre week-end. Et puis ensuite, le quotidien de l'économie, c'est avec Emmanuel Kessler. Et puis Emmanuel Kessler reçoit ensuite Denis Madeos, auteur du livre Les limites à la croissance. Tout à